Il y a quelques mois, le monde a été ravagé par quelque chose d'étrange. Je me suis échappé de Jianshan et j'ai rejoint un convoi de survivants. Nous comptions nous rendre à la base de survivants de Sangu. Certains conduisaient des 4x4 modifiés, d'autres, des bus. Moi seul, je pédalais sur un vieux vélo déglingué. Tout le monde devait se souvenir de 2 règles de fer. Premièrement, ne pas se laisser distancer. Deuxièmement, accumuler autant de provisions que possible. Mais la première règle passe toujours avant la seconde. Parce que si tu manques de provisions, quelqu'un te sauvera peut-être. Mais si tu restes à la traîne, seule la mort t'attend. Au départ, tout le monde plaçait ses espoirs en Sangu. C'était l'une des plus importantes métropoles du pays. Tout le monde pensait que là-bas, on pourrait venir à bout des fantômes. Mais avant même d'arriver à destination, Sangu était déjà devenue une zone morte. En apprenant la nouvelle, je me suis préparé un bol de nouilles instantanées fumantes, pour tenter de dissiper un peu l'atmosphère lugubre. Après le dîner, les ténèbres avaient déjà complètement envahi les lieux. Tout le monde retenait son souffle, de peur d'alerter les horreurs qui rôdaient dans l'obscurité. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer ma nervosité. Les règles de la fin du monde sont simples. Si tu veux survivre, tu dois résister. Alors, j'ai allumé ma dernière cigarette, laissant la fumée m'apporter un semblant de paix. Après avoir fumé, je me suis enroulé dans une couverture, prête à passer la nuit. Mais au moment où ma main a touché la couverture, une ligne de mots est soudainement apparue dans mon esprit. Améliorer la couverture requiert 129 points de massacre. Quelques secondes plus tard, j'ai découvert que je n'avais pas éveillé une soi-disant compétence de séquence, mais que j'avais obtenu un système d'amélioration. Tant que j'ai des points de massacre, je peux améliorer n'importe quoi que je touche. Même une carcasse de voiture pouvait être améliorée, mais la joie fut de courte durée, bien avant que la réalité ne me rattrape, parce que je n'ai aucun point de massacre. Mais heureusement, de nouvelles informations sont apparues. Étant donné que c'est la première utilisation par l'hôte, ce système peut prêter 300 points de massacre. Délai, 1 mois. J'ai immédiatement éclaté de rire sans plus y penser. Demain, je pourrais très bien mourir dans la gueule d'un spectre. Je serais idiot de ne pas accepter. J'ai donc confirmé l'emprunt sans hésiter. Avec 300 points en poche, j'ai regardé ce vieux vélo. La première règle d'or du convoi est de ne jamais rester à la traîne. Pour moi, ce vieux vélo, c'est ma vie. J'ai donc décidé d'investir tous mes points de massacre dessus. L'instant d'après, un sablier est apparu au-dessus du vélo avec un compte. À rebours de 5 heures, au lever du jour, la notification du système a de nouveau retenti. Transformation complète en tricycle. Non seulement il y avait une grande caisse de chargement à l'arrière, mais le système avait aussi installé, soigneusement, un dispositif d'économie d'énergie sur le cadre. Les membres du convoi ont vu la scène. Leur regard trahissait la jalousie, la convoitise et même la peur. N'importe quelle ressource est plus précieuse que la vie. Alors un tricycle qui n'a pas besoin de la moindre goutte d'essence. Quelqu'un était arrivé au convoi au volant d'une petite voiture. Mais une fois que le carburant vient à manquer, ces voitures deviennent de la ferraille. Maintenant, seuls les 2 véhicules, tout-terrain modifiés qui ouvrent la marche, peuvent encore rouler de manière stable. On dit que dans ces 2 voitures, voyagent des durs à cuire, et parmi eux se démarque une jeune femme qui a toujours une arme à la main. C'est à ce moment précis qu'une femme en blouson de cuir s'approche et dévisage mon tricycle avec le regard d'un prédateur. Elle n'a même pas besoin de parler pour que je comprenne ce. Elle manigance quelque chose, alors je la rembarre sèchement. La femme est sur le point de réagir, mais un homme baraqué l'interrompt. C'est Qiangzi, un coach sportif d'avant l'apocalypse. Elle devient aussitôt très serviable. Et lorsque la femme s'installe sur le siège arrière de son vélo, l'expression de la femme finit par s'adoucir un peu. Et avant de partir, non seulement elle me lance un regard plein de haine, mais elle va jusqu'à suggérer à Qiangzi de me piquer mon tricycle. Qiangzi regarde mes mains et mes pieds, et il a l'air un peu réticent, mais moi, ça m'est égal. C'est étrange. Mais aujourd'hui, la caravane avance bien plus vite qu'hier. Mais pour moi, ça ne représente aucune pression. Le système d'assistance électrique du tricycle rend le pédalage incroyablement facile, je peux même ressentir cette sensation de légèreté, comme si j'étais poussé par le vent. Dès que je force un peu sur mes jambes, soudain, des maisons apparaissent à l'horizon, et les survivants, qui jusque-là avançaient, la tête basse, relèvent instantanément le regard. Après tout, nombreux sont ceux, dans la caravane, qui sont à court de ressources et tiennent à peine le coup. Depuis l'apocalypse, la plupart des villes sont devenues des zones interdites, et plus la population y était dense, plus les choses qui y rôdent sont bizarres. Et aucun des survivants de Yanshan ne veut se retrouver à nouveau face à ces horribles créatures. D'habitude, la nuit, la caravane évite ce genre d'endroit. Mais là, il fait jour, et qui dit jour, dit opportunité, à condition d'être assez audacieux pour tenter sa chance.
Il est possible de trouver de la nourriture et de l'eau. Alors les premiers 4x4 mettent les gaz d'un coup. Droit vers le village. La caravane tout entière semble s'animer d'un coup. Et même ceux qui sont déjà des survivants épuisés, à pied, serrent les dents et accélèrent le pas. Mais plus ils s'approchent du village, plus cette atmosphère oppressante est évidente, bien qu'on soit en plein jour. On dirait une nuit glaciale d'hiver. Même le simple fait de respirer donne des frissons. Le premier véhicule tout-terrain modifié freine. Brusquement, les pneus crissent sur le sol, dans un bruit strident, laissant de profondes marques noires. Le bruit a cessé d'un seul coup, comme si quelqu'un avait appuyé sur la touche silencieux. Et moi, à cet instant, j'ai vu le village dans son intégralité, et j'ai senti comme une main de fer invisible me broyer violemment les entrailles. Un frisson glacial m'a parcouru de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Il est maintenant 3 heures de l'après-midi et le soleil est encore haut dans le ciel. Mais le village est aussi sombre qu'un abîme sans fond. De plus, l'air est chargé d'une odeur de pourriture et de moisie. Même un idiot se rendrait compte que cet endroit a un sérieux problème. Alors que tout le monde hésitait, une voix rauque a retenti. Il a sauté d'un tout-terrain modifié. Au moment où ses pieds ont touché terre, le sol tout entier a semblé trembler. Je suis resté sidéré un instant, avant de réaliser à quel point ce type était une brute. Une bête humanoïde. Il se fichait de ce que les autres pouvaient bien penser. Il a foncé tête baissée, comme un taureau, droit vers le supermarché au loin. Immédiatement après, le tout-terrain de derrière lui a emboîté le pas. Le plus ridicule, c'est qu'un vieil homme a aussi démarré sa voiturette pour senior en hurlant avec arrogance. Bande de jeunes, vous n'êtes bons à rien. Quand j'aurai mis la main sur les provisions, vous verrez comment je vais me la couler douce. Ce cri a laissé tout le monde pantois. Ils l'ont suivi en courant vers le supermarché. Mais moi, je n'ai pas bougé. Mais j'ai plutôt repéré les boutiques des deux côtés de la rue. Les provisions des magasins ne sont peut-être pas aussi complètes que celles du supermarché, mais elles sont tout près de la sortie. Dans ce monde apocalyptique, il y a une règle. Ceux qui survivent le doivent à la lumière du soleil. Une fois que tu mets un pied au soleil, ces créatures maléfiques ne peuvent pas t'atteindre. Je remplis mon sac à dos et je cours vers la porte d'un magasin de tabac, d'alcool et de nourriture. À travers la porte vitrée, j'ai vu des cigarettes et des alcools de luxe, des tas de snacks et de boissons. J'ai fourré dans mon sac tout ce que je pouvais manger ou utiliser. Et alors que je me réjouissais intérieurement, soudain, un frisson m'a parcouru l'échine, venant de derrière moi. Il y avait là un gamin d'environ 7 ou 8 ans. Son visage était plus blanc qu'un cadavre de 3 jours. Ses yeux et sa bouche formaient une expression étrange au plus haut point. Je n'ai pas pu m'empêcher de jurer à voix basse. J'ai voulu sauter par-dessus le comptoir et sortir, en courant par la porte. Mais quand je suis arrivé à la porte en courant, tout mon corps s'est figé. Quelqu'un avait placé des planches de bois sur la porte vitrée de l'extérieur. En fait, quelqu'un voulait me piéger ici. À travers la porte vitrée, j'ai regardé fixement dehors. À ce moment-là, à côté du tricycle, se trouvaient un homme et une femme. La femme portait un legging de yoga. C'était cette nana, méprisable que j'avais sèchement rembarrée auparavant. Et l'homme, c'était son coach personnel, Kianzi. Leurs yeux étaient remplis de suffisance et de mépris. Mais quand ils ont vu l'obscurité s'étendre derrière moi, et une petite silhouette apparaître faiblement. Kianzi, vite, partons. Ils sont montés directement sur le tricycle, et se sont enfuis rapidement de cet endroit. La voix enfantine semblait s'échapper. Des os point modèle. On dit que les cris de ce fantôme vous glacent le sang. Une fois qu'il t'attrape, tu meurs en silence. Alors, j'ai pas réfléchi et j'ai klaxonné direct. La seconde d'après, mon épée a traversé son corps. Cette petite silhouette est restée immobile, mais au lieu de ça, elle a ouvert la bouche et son sourire s'est encore élargi. Cette voix d'enfant étouffée a retenti derrière moi. Si je n'avais pas été pile à l'endroit où le soleil entrait, je crains que je ne serais déjà raide mort. Les gens ordinaires se font tuer instantanément quand ils font face aux fantômes humains. Mais là, la distance entre moi et ce truc est de moins d'1 mètre. Encore un peu de temps, et cette boutique sera plongée dans le noir complet. Et à ce moment-là, c'est la mort assurée. Mes yeux ont rapidement balayé les lieux, regardant à gauche et à droite. Il n'y avait pas le moindre objet utile. Alors j'ai pris une décision et j'ai foncé droit dans la porte en verre. La porte vitrée a fini par voler en éclats et je me suis rué dehors. Dehors, c'était le soleil de 16 heures. La lumière dorée du soleil s'est déversée sur moi, dissipant à l'instant le froid qui me glaçait les os. J'ai eu l'impression de revenir de l'enfer au monde des vivants. J'ai regardé derrière moi, dans l'obscurité de la boutique. Fuji, ce gamin, restait là, immobile. Il se contentait de me fixer. Mais je n'avais plus peur, parce que j'étais en plein soleil. J'ai chargé mes provisions, et je me suis lancé à leur poursuite dans la direction où le tricycle était parti.
La direction dans laquelle Kianzi et la femme en pantalon de yoga sont partis mène précisément au grand supermarché. À l'origine, je ne voulais pas y entrer. Mais maintenant, mon tricycle est entre leurs mains. Je dois les rattraper. Le soleil se couche progressivement à l'ouest. Et il y a de plus en plus d'ombre dans les rues. Je peux même sentir d'innombrables paires d'yeux glaciales qui me fixent. Oui, c'est notre arrivée qui est en train de réveiller quelque chose. Quand je suis arrivé à l'entrée du centre commercial, j'ai vu immédiatement la silhouette familière. Un tricycle avec mes affaires dans le panier. À cet instant, mes intentions meurtrières étaient à leur comble. Alors, d'abord, j'ai vidé mon sac à dos et je l'ai remis sur mes épaules. Puis je me suis approché lentement du centre commercial. En me baissant, mais quand je suis vraiment entré, j'ai découvert que la situation était bien pire que ce que je pensais. La plupart des rayons étaient vides. Dans un coin, il y avait même plusieurs silhouettes debout, qui, en me voyant, m'ont tout de suite fait signe de me taire. Au moment même où j'étais surpris, un souffle glacial a parcouru ma colonne vertébrale et j'ai vu une jeune femme. Échevelée, elle traînait des pieds entre les rayons, son corps mesurait 3 mètres de haut. Elle tenait aussi une énorme paire de ciseaux, et sa bouche émettait un son sinistre. « Sors !»« Où es-tu ?»« Sors, jouons ensemble. » À cet instant, une sueur froide coulait sur mon front. Je venais à peine d'échapper aux griffes du squelette de papier. Mais je ne m'attendais pas à tomber sur la femme aux ciseaux, vêtue de blanc, en un clin d'œil, j'ai essayé d'éviter son regard. Je me suis tourné de l'autre côté, mais à ce moment précis, je me suis rendu compte qu'il y avait encore pas mal de survivants dans le rayon alimentaire. Même cet homme baraqué de plus de 2 mètres était là, mais son visage était très tendu. La femme aux ciseaux s'est soudainement arrêtée. Les 2 poings écarlates sous ses longs cheveux se sont brusquement tournés vers nous. À cet instant, tout le monde s'est figé sur place. Il ne restait plus que le son des battements de cœur. Heureusement, elle ne nous a pas repérés et a continué à s'éloigner machinalement. Au moment où je poussais un soupir de soulagement, alors que j'allais recommencer à prendre des provisions, soudain, j'ai percuté le dos d'un survivant devant moi. En levant les yeux, j'ai vu que tout le monde s'était arrêté et que le regard était fixé, à l'unisson, droit devant. Un enfant de 7 ou 8 ans se tenait là, silencieux. Et soudain, il a poussé un cri perçant, a brisé le silence sépulcral de tout le supermarché, et a également réveillé certains démons dans l'obscurité. La femme aux ciseaux, vêtue de blanc et haute de plus de 3 mètres, a tourné la tête avec raideur dans notre direction. Elle s'était lancée à grande enjambée, et les étagères s'effondraient sur son passage. J'ai attrapé mon sac à dos et j'ai couru. Mais j'ai vu de mes propres yeux comment 2 survivants, juste devant moi, se sont fait couper en 2 par la femme aux ciseaux. Oh, que c'est bien! Que c'est amusant! Son rire était plus horrible que ses pleurs. La seconde d'après, un autre homme en costume, avec des lunettes à monture dorées, a lui aussi été découpé en 7 ou 8 morceaux. C'est alors que l'homme, costaud de 2 mètres, a poussé un rugissement explosif. Au diable! On fonce dans le tas. Cet individu a semblé gonfler instantanément, et en un clin d'œil, il s'est transformé en un géant de 3 mètres de haut, avec des muscles saillants sur tout le corps, 2 fois plus gros, comme des blocs d'acier. À cet instant, 2 géants se disputaient la suprématie au rayon alimentaire du supermarché. C'est là que j'ai enfin compris pourquoi ce groupe d'êtres transcendants était si prudent avec la femme vêtue de blanc. L'homme démon musclé a balancé son poing pour frapper la femme aux ciseaux, vêtue de blanc. Mais la femme aux ciseaux, vêtue de blanc, l'a arrêté facilement d'une seule main. Pourtant, cette femme aux ciseaux, vêtue de blanc, d'apparence si frêle, possédait une force surhumaine tout simplement incompréhensible. On l'a vu serrer le poing de l'homme démon musclé, comme si elle pétrissait de la pâte. L'homme démon musclé a grimacé de douleur, et son corps s'est plié en 2, me libérant à peine de son emprise. À ce moment-là, je ne sais pas à quoi je pensais. J'ai levé mon arme et j'ai tiré sur la femme aux ciseaux, vêtue de blanc, même si je n'ai causé aucun dégât à la femme aux ciseaux vêtue de blanc. Ça m'a permis, contre toute attente, d'obtenir 200 points d'élimination gratuits. Mais avant que j'aie eu le temps de me réjouir, la femme aux ciseaux a rugi et m'a foncé dessus. À cet instant, le colosse démoniaque est passé à l'action. Il a balancé un coup de poing en plein visage de la femme aux ciseaux, vêtue de blanc. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que la femme aux ciseaux, vêtue de blanc, non seulement n'a pas bronché d'1 pouce, mais qu'au contraire, elle a aussi envoyé valser le colosse. Son corps énorme a renversé d'innombrables étagères. C'est bizarre. Même la séquence transcendante, connue comme le miracle de l'humanité, n'est qu'un jouet face à la femme aux ciseaux vêtue de blanc. Pourtant, cet énorme corps n'est qu'à moitié enseveli sous les étagères effondrées. J'ai de nouveau foncé sur la femme aux ciseaux, vêtue de blanc. Elle était comme un rouleau compresseur, elle paraissait indestructible.
puisqu'elle ne réagit même pas. Très bien, si tu ne fuis pas, moi, je me casse. Profitant du fait que le colosse et la femme aux ciseaux vêtus de blanc sont en plein combat, je récupère mon sac à dos et je sors, en prenant mes jambes à mon cou. Mais à l'instant d'après, cette voix d'enfant, familière et effrayante, a retenti à mon oreille. Du gnognozo 1 SNG, DDNGT NGG du 1 ZHNG. Et là, j'ai vu un enfant blafard agrippé à mon pantalon. Alors que le désespoir me gagnait, j'ai soudain vu une flaque de soupe renversée par terre. J'ai vite attrapé quelques soupes et je les lui ai tendues. Le gamin en pleurs est resté abasourdi. On aurait dit qu'il ne s'attendait pas à ce que je puisse vraiment sortir de la soupe. On aurait dit qu'il ne voulait pas l'accepter. Mais il semblait qu'une sorte de règle l'obligeait à accepter ma soupe. Et pendant que le pleurnichard acceptait la soupe, j'ai couru à toute vitesse vers la porte du supermarché, entouré de survivants qui criaient et se lamentaient. J'ai jeté un coup d'œil en arrière et j'ai vu le pleurnichard en train de boire la soupe. Et au loin, ce démon musclé se faisait de nouveau renverser. Mais il s'est vite remis à courir vers la femme aux ciseaux, jusqu'à ce que je me retrouve de nouveau sous la lumière du soleil. C'est là que j'ai senti que je revenais dans le monde des vivants. Et à l'intérieur du supermarché, on entendait encore des cris et des appels terrifiants. Des ombres fantomatiques planaient partout. De nombreux survivants couraient et se faisaient traîner, de nouveau dans l'obscurité par les ombres fantomatiques. Toutes les ombres fantomatiques de la ville dessus ont été attirées. Seule la lumière du soleil était la zone la plus sûre. Je me suis assis d'un coup sec dans la voiture et y ai mis les 2 sacs que j'avais sortis. Juste à ce moment-là, j'ai soudain entendu une voix de femme très désagréable qui disait « Chaîne YYI, qu'est-ce que tu veux faire? Tu penses que notre voiture ne vaut rien, ou quoi ?» Mais voilà Yuji Koneji et le coach de fitness, Kianzi, tous les deux debout, pas très loin, portant 2 paquets. Je n'ai pas dit un mot, j'ai directement tendu l'arbalète. Un carreau d'arbalète a filé devant mes yeux. Il a traversé directement la gorge de Kianzi. Le sang a giclé sur le visage de Yuji Koneji. Kianzi a ouvert les yeux, incrédule. « Vous avez tué votre ennemi. Vous avez gagné du sang de massacre. » J'étais un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce que tuer des gens puissent aussi donner du sang de massacre. Alors, j'ai de nouveau levé l'arbalète. Yuji Koneji a hurlé. Il s'est retourné et a piqué un sprint pour rentrer dans le supermarché. Comparé à l'ombre fantomatique, à cet instant, j'étais son pire cauchemar. Dommage qu'avant que je puisse agir, j'ai de nouveau entendu le cri de la femme. À ce moment-là, le visage de la femme était rempli d'horreur. Et derrière la femme qui se tenait là, il y avait une silhouette. SH. N. La fille, juste. Au moment où la femme était sur le point de s'échapper à la lumière du jour. Cette silhouette de Y. SH. N. La fille l'a attrapée. Si tout se passait bien, elle entraînerait la femme de nouveau dans les ténèbres. À ce moment-là, il y avait déjà pas mal de survivants qui venaient de s'enfuir. Ils étaient tous en train de charger précipitamment des provisions dans leur voiture, avant de faire demi-tour et de s'enfuir. Moi aussi, je me suis levé et j'ai filé sur mon tricycle. Avant de partir, je n'ai pas oublié de ramasser ces 2 paquets et de les jeter dans le tricycle. J'ai pédalé à toute vitesse pour m'échapper vers l'entrée, juste au moment où tout le monde courait contre la montre pour sauver sa peau. Une ombre blanche a soudainement filé au-dessus du toit. J'ai juste jeté un coup d'œil vers le haut et j'ai aperçu une jeune femme, avec une épée dans le dos. On aurait dit une épéiste légendaire, se déplaçant dans la direction opposée à la mienne, avec pour objectif de tuer les zombies qui se battaient derrière moi, en pleine fin du monde. Seule la séquence de transcendance peut rivaliser avec les fantômes. Mais je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, je cours vers la porte d'entrée. Mais j'ai vite été encerclé par un grand groupe de personnes. Ils m'ont posé tout un tas de questions, mais je n'ai pas pris la peine de leur prêter attention. La plupart de ces personnes étaient des femmes. À la fin du monde, les personnes âgées et les enfants ont relativement peu de force physique. Par conséquent, il leur est difficile de s'échapper lorsqu'ils rencontrent des fantômes. À l'inverse, les femmes adultes, bien qu'elles aient moins de force et de conditions physiques que les hommes adultes, il leur est plus facile de survivre. Et à ce moment précis, un homme est descendu d'un véhicule tout-terrain modifié. L'homme était habillé bizarrement. Il portait un sweat à capuche et un pantalon ample resserré aux chevilles. Mais il ne portait pas de chaussures. À ce moment-là, il s'est penché, a ramassé une poignée de sable par terre et l'a mise dans sa bouche pour la goûter. Immédiatement, le visage de l'homme a changé et il a dit d'une voix forte « Barrez-vous vite ou c'en est fait de vous ». Et les visages de plusieurs personnes qui entouraient l'homme ont changé. Soudainement, ils se sont précipités vers leur voiture, comme si une immense terreur approchait. Quelqu'un a crié « Paniquez, vite !» Le mouvement de ces voitures a été rapidement repéré par d'autres survivants. Certaines personnes ont paniqué.
Elles ont même tenté de bloquer le convoi. Non, mon mari n'est pas encore sorti, vous ne pouvez pas partir, s'il vous plaît. Mon frère n'est pas encore sorti, vous ne pouvez pas nous abandonner. Cependant, l'homme dans le 4x4 modifié a complètement ignoré les autres. Il a accéléré à fond et a démarré en trombe. Et moi aussi, je me suis préparé à pédaler sur mon tricycle pour le suivre. La vitesse du 4x4 devant moi était exceptionnellement rapide. Les survivants qui n'avaient pas de voiture ont vite été distancés. Heureusement, mon tricycle est équipé d'un dispositif d'assistance électrique, ce qui m'a permis, de justesse, de ne pas me faire larguer. À ce moment-là, un bus est sorti en trombe de l'entrée en faisant une embardée. Je reconnais ce bus. Il faisait partie du convoi, avant, et il était bondé. Mais maintenant, le bus est presque vide. Un survivant a essayé d'arrêter le bus, mais il a été percuté de plein fouet, et on ne sait pas s'il est vivant ou mort. Je ne sais pas pourquoi ces gens fonçaient comme des fous. Mais moi, à ce moment-là, j'étais couvert de sueur. Et malgré tout, le convoi devant moi n'était plus qu'un petit point lumineux à l'horizon. Un bruit de respiration haletante s'est fait entendre juste derrière moi. Plusieurs cyclistes me suivaient. Quant aux survivants qui allaient à pied, on n'en voyait pas un seul. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Finalement, j'aperçois ce petit point lumineux devant moi. On dirait qu'ils se sont arrêtés, et une lueur d'espoir renaît dans mon cœur. Une demi-heure plus tard, j'ai enfin rejoint le convoi. Les gens étaient déjà sortis de leur voiture et montaient même des tentes. J'ai vu l'homme qui s'était fait renverser. On l'emmenait vers un espace dégagé. Le bras gauche de l'homme avait été complètement arraché. Le sang teignait l'herbe, à côté de lui se tenait une jeune femme avec une épée dans le dos et un homme pieds nus. Il a fallu environ 5 minutes avant que je me sente mieux. Alors, j'ai ouvert le système. J'ai découvert que mes points de frag étaient en réalité de plus de 1200. Après cette catastrophe, je suis absolument sûr que le convoi a dû remarquer un danger. Pour ne pas rester à la traîne, j'ai décidé de transformer le tricycle en tricycle électrique. J'ai donc consulté le plan d'amélioration du système. Contre toute attente, le système m'a rapidement donné une réponse précise. Bientôt, sous mes yeux, un effet en 3D est apparu. D'après le plan d'amélioration actuel, il faut 1200 points de frag et l'amélioration prend 15 heures. Et mes points de frag actuels sont d'à peine plus de 1200. 15 heures, c'est acceptable. Au moment où j'allais cliquer sur confirmer, j'ai vu une moto abandonnée, garée sur le bord de la route. C'est une situation courante à la fin du monde. Une idée audacieuse m'est venue à l'esprit. Système, si je peux récupérer des pièces, est-ce que ça peut réduire le nombre de points de frag? Le système a répondu rapidement. Si les pièces adéquates sont trouvées, le système peut déduire une partie des points de mort à sa discrétion. J'ai contenu mon excitation et mes tremblements entrés dans la moto, à côté du tricycle, puis j'ai concentré mon attention sur la modification. Système, est-il possible d'utiliser cette moto pour la modification? Oui, la modification actuelle nécessite 900 points de mort. Il ne me reste que 300 points de mort. C'est vraiment pas cher dans ce monde, système. Y a-t-il un autre moyen d'économiser des points de mort? Oui, si l'hôte parvient à démonter toutes les pièces de la moto et à les installer avec succès sur le tricycle, 100 points de mort pourront être économisés. Si l'hôte peut trouver un troisième pneu, 100 points de mort supplémentaires pourront être économisés. Finalement, j'ai compris que plus le degré d'achèvement de l'objectif de mise à niveau était élevé, plus on pouvait économiser de points de mort. Mais comme il faisait très sombre, je n'ai pu qu'abandonner pour le moment. Après avoir cliqué sur « Confirmer » dans le système, j'ai vu un compte à rebours apparaître sur mon tricycle. La mise à niveau prendra 6 heures. Après le dîner, j'ai demandé timidement au système comment éveiller une séquence transcendante. Le système m'a donné 2 réponses. Premièrement, obtenir la véritable calligraphie de la séquence. Deuxièmement, l'auto-éveil. La véritable calligraphie de la séquence nécessite 3000 points de mort. Et je n'ai que 300 points de mort sur mon compte. J'ai donc eu une idée soudaine. J'ai utilisé mes 300 points de mort pour les échanger contre un accessoire permettant d'affronter les tranches du sang de chien noir. Le sang de chien noir peut contenir efficacement les tranches, et je peux même utiliser cette méthode pour obtenir les fournitures nécessaires. À l'aube du 2e jour, le tricycle était déjà amélioré. L'avant du véhicule était une moto. La capacité de charge du compartiment arrière a encore été améliorée. Beaucoup de gens se moquent en vantant à quel point l'ancienne moto était géniale. Maintenant, il faut aussi trouver de l'essence. Mais certaines personnes aux yeux aguerris remarquent que quelque chose cloche. N'est-ce pas là? Le tricycle modifié le tricycle comme ça en une seule nuit.
Comment est-ce possible? Tout le monde me fixait avec des yeux ébahis. On m'a même pris pour un cinglé, mais juste à ce moment-là, la fille à l'épée s'est approchée de moi. Puis, son regard s'est posé sur ma moto. Tricycle et elle a demandé, « Cette moto, c'est la tienne? Tu as éveillé la séquence transcendante si rapidement ?» À peine a-t-elle dit ça, que les survivants aux alentours se sont mis à s'agiter encore plus. Alors j'ai inventé un mensonge, en disant que j'avais la séquence du mécanicien. Après ça, la fille m'a conduit vers les voitures de tête. J'imagine qu'elle m'a pris pour un détenteur de capacité de séquence. J'ai même aperçu le jeune homme pieds nus au tempérament si particulier d'hier soir. Surtout quand il a su que j'étais une séquence transcendante, ses yeux ont brillé encore plus fort. Bienvenue dans l'éveil de la séquence transcendante. Ce sera un monde entièrement nouveau. À ce moment-là, on m'a invité dans la tente. À ce que je sais, ce convoi compte 3 séquences transcendantes au total, et le capitaine est ce jeune homme pieds nus nommé Chuch, la séquence du guide. La belle femme aux cheveux blancs s'appelle Nana, séquence de l'épéiste immortel. Et il y a aussi le grand costaud, Tiesi. C'est la séquence du titan. D'après les explications de Chuch, il existe des centaines de séquences transcendantes. Chaque séquence transcendante a sa propre capacité unique, comme la séquence de combat, la séquence de soutien, la séquence surnaturelle. Chaque pays a même sa propre séquence spéciale. Siago possède la séquence de l'épéiste immortel et la séquence de l'ange. L'île possède la séquence du ninja et la séquence du Shikigami. La séquence transcendante n'est pas une existence invincible. Mais si tu veux tuer définitivement un spectre, une séquence de bas niveau est presque impossible à utiliser. Que ce soit les os de papier, de la ville de Sinu ou la demoiselle aux ciseaux en blanc, ils ne sont pas vraiment puissants parmi les entités spectrales. C'est à ce moment-là que j'ai compris, clairement que la séquence transcendante des humains, face au spectre, reste assez dangereuse. En disant cela, Chuch tendit sa main gauche, l'air solennel. Chenille, tu es le 4e transcendant de la caravane. Avec toi, nous avons plus de garanties. Bienvenue. J'ai tendu la main pour la lui serrer et j'ai posé une question sur l'état des réserves d'essence de la caravane. Mais Chuch a été très clair sur sa position. Si tu en veux, tu devras les changer contre des provisions. Même si j'ai déjà éveillé la séquence transcendante, n'espère même pas en avoir une seule goutte gratuitement. Au début, je pensais que le fait d'être un transcendant m'apporterait un statut et des avantages. Mais la réalité m'a giflé en pleine face. Ici, il n'y a ni privilège, ni protection. Seulement des échanges équivalents. Mais Chuch a ajouté une phrase. La caravane organisera bientôt une foire interne. Tant que tu es prêt à y mettre le prix, tu pourras échanger tout ce que tu veux. Dans cette caravane, il y a 4 véhicules à 4 roues au total, 2 voitures. Tout terrain modifié. Le bus appartient au grand gaillard de la séquence, Titan. Quant à la petite voiture restante, il se trouve qu'elle appartient à une star de cinéma. Elle n'a pas beaucoup de provisions. Comme c'était une star de cinéma avant l'apocalypse, elle est toujours entourée d'un groupe d'hommes au regard lubrique. Alors que j'hésitais sur qui aller voir en premier pour faire un échange, Gasolina a sorti un seau en fer de la voiture de Monsieur Shell. Si tu en as besoin, j'ai un bidon d'essence. J'ai seulement besoin de 4 kilos de riz, moins cher que les 10 kilos de Chuch et Nana. J'ai déjoué ces calculs en un clin d'œil. Il utilise de l'essence bon marché pour l'échanger contre ma protection. Je l'ai dit sans détour. Donne-moi l'essence. Salut. Si tu as des problèmes à l'avenir, je t'aiderai. Zolan m'a dévisagé. En silence, pendant au moins une demi-minute. Puis il a serré les dents et a accepté le marché. Quand Zolan m'a tendu le bidon d'essence, son frère est devenu nerveux. Sans essence, notre voiture devient un tas de ferraille. La voix du jeune homme était délibérément forte, hurlant pour qu'on lui rende l'essence. Certaines personnes jubilaient de me voir me ridiculiser, et Zolan ne l'en a pas empêché. Il s'est contenté de rougir et de détourner la tête. Heureusement, il n'est pas le seul à avoir de l'essence. J'ai marché droit vers Chuch. J'ai échangé un bidon d'essence contre l'information sur le sang de chien noir. Ensuite, j'ai retrouvé Nana. J'ai fait un autre échange contre une hache de bûcheron d'extérieur de marque japonaise, jusqu'à ce que la radio retentisse et que le convoi se mette en route. J'ai suivi derrière le bus. Il est déjà devenu le 4e pilier de tout le convoi. En chemin, Chuch descendait continuellement de la voiture. Il prenait une poignée de sable et la mettait dans sa bouche. C'est le principal atout qui a permis au convoi de survivre jusqu'à présent. Quand Tiesi s'est réveillé, j'ai vraiment vu ce que signifiait être extraordinaire. Ce jour-là, je l'avais vu de mes propres yeux se briser le bras. Un signe, mais aujourd'hui, il était comme neuf. Le premier mot que Tiesi m'a adressé était une excuse. Il a dit que sans moi, il serait mort depuis longtemps. Mais comment pouvais-je savoir que
S'il n'avait pas arrêté cette femme aux ciseaux blancs, je ne serais pas non plus en vie aujourd'hui. Ensuite, je lui ai parlé du sang de chien. Le noir peut repousser les choses étranges. Cette nouvelle a une grande valeur. Et voilà une source d'énergie en plus, apparue dans le compartiment de ma voiture. Après ça, le convoi a fait des allers-retours, évitant plusieurs fantômes tenaces. Si Chuch n'était pas là, le convoi aurait eu un accident depuis bien longtemps. Je profite de chaque occasion pour me reposer. Cette nuit-là, j'appliquerai avec soin du sang de chien noir. Chuch a dit qu'il irait au village de Chansou demain, pour récupérer des provisions. Dès que la nouvelle s'est répandue, la peur se lisait sur tous les visages. Mais rien que ces 3 mots, village de Chansou, évoquent à eux seuls une présence fantomatique, profitant du fait qu'on a assez d'arbalètes. C'est une bonne occasion pour chasser des fantômes et gagner des points d'élimination. Cependant, à cet instant précis, le ciel nocturne fut soudainement déchiré par un cri. Ah, il y a des fantômes! La fin du monde est arrivée, et les fantômes déferlent sur le monde entier. La ville, autrefois si prospère, est devenue une zone interdite aux humains. Les autres survivants et moi avons été contraints de former un convoi. On prévoyait d'aller au village de Chansou chercher des provisions. Cependant, alors que nous passions près d'un refuge, un cri d'horreur a soudainement retenti. Ah, il y a des fantômes! À cet instant, la foule a immédiatement été prise de panique. D'un revers de la main, j'ai attrapé le tuyau de plomb enduit de sang de chien noir, le regard fixé sur les dizaines d'ombres non loin de là. Mais au moment où la tension devenait insoutenable, une voix faible s'éleva de l'ombre de la forêt. « S'il vous plaît, sauvez-nous » Quand une vive lumière a jailli, une personne en haillons est apparue. Immédiatement après, d'autres silhouettes ont émergé des ténèbres. Chuch, sans s'en rendre compte, il s'était avancé devant la foule, observant ces gens d'un œil méfiant. Nous nous sommes échappés de la cité de Lu. La cité de Lu n'est plus. Au son de cette plainte tremblante, ces silhouettes se mirent à sangloter à l'unisson. Dans cette vague de désespoir, Chuch s'accroupit soudainement. Il prit une poignée de terre du sol et la mit dans sa bouche, comme s'il savourait un mets délicieux. Après avoir confirmé qu'il n'y avait aucun danger, Chuch commença à leur rappeler « Vous venez d'arriver. Je peux vous fournir de la nourriture gratuitement pour une journée. Après cette journée, vous devrez trouver un moyen de subvenir à vos propres besoins. » Après avoir parlé, Chuch choisit quelques femmes d'âge mûr pour aider à la cuisine. Juste au moment où tout le monde pensait que l'ordre était rétabli, une femme qui avait récemment rejoint le groupe cria soudainement. « C'est injuste. Pourquoi c'est toujours aux femmes de tout faire? Pourquoi les hommes ne cuisinent-ils pas? Vous faites de la discrimination envers les femmes. » À peine la femme eut-elle fini de parler, que les nouvelles arrivantes la prirent pour chef de file. Mais les femmes qui cuisinaient n'avaient qu'une envie, lui régler son compte. Chuch se contenta de sourire légèrement. Dans ce cas, Tante Zhao, reposez-vous. Oncle Abao, prenez quelques hommes et allez cuisiner. La femme ne tarda pas à goûter aux fruits amers de sa rébellion. Ce groupe d'hommes était fou de joie, comme si c'était le nouvel an, et ils se précipitèrent pour faire bouillir de l'eau et allumer le feu. Pendant ce temps, la femme qui venait de crier à l'injustice restait plantée là, abasourdie. Elle pensait se battre pour ses droits, mais tout ce qu'elle récolta fut le mépris de ses compagnes. Juste après le dîner, Chuch en profita pour donner une récompense aux hommes. À cette vue, le visage de la femme devint instantanément blême, et quelques tantes s'avancèrent même pour lui tirer les cheveux, la giflant et la traitant de brebis galeuse. Chuch n'a pas besoin de l'affronter directement pour la réduire à néant. Le lendemain matin, la plupart des survivants ne pouvaient encore mâcher que des grains entiers et secs. Mais moi, je savourais un bol de riz frit au lard. Une vieille femme s'est approchée avec son petit-fils, souriant avec insistance. « Jeune homme, donne un peu de nourriture à l'enfant. Il n'a pas mangé de viande depuis longtemps. » Avant même qu'elle ait fini de parler, le gamin pourri gâté s'était déjà mis à pleurer, et ses 2 mains sales ont plongé directement dans mon assiette, me piquant ma nourriture frénétiquement. J'ai dû, à contre-cœur, changer de place à la tombée de la nuit. Chuch a mené l'équipe à la recherche d'un nouvel abri, juste au moment où j'allais établir un contact visuel avec l'oncle Abao. Celui-ci a accouru en hâte et a dit « Monsieur Shen, le capitaine Chu vous demande de venir à une réunion. » En ce moment même, il y avait déjà plusieurs personnes assises dans la tente. Puis, Chuch a sorti une vieille radio de sous ses vêtements. Cette chose qui ressemblait à de la ferraille, mais dont le numéro était 01357, était une anomalie à l'ère de l'étrangeté débridée. Seules les anomalies sont le véritable atout de l'humanité. Chuch a posé la vieille radio sur la table, et tout le monde a retenu son souffle. Il y a 3 mois, une anomalie s'est produite dans le village de Chansou. Tout le monde est mort. Aucun survivant. Le village dispose de provisions complètes et il y a un petit supermarché sous le grand auditorium central.
Il y a suffisamment de provisions qui peuvent être collectées en priorité. La cave de la maison du chef du village contient également des réserves de céréales. Elles peuvent être collectées en second lieu. Il y a un puits d'eau à l'entrée du village et l'étang n'est pas contaminé. On peut l'utiliser. Il y a plus de 100 anomalies dans le village avec un niveau de danger SS. Après cette annonce, l'expression de Chuch était très étrange, comme s'il y avait un fantôme dans la radio. Ce n'est qu'une minute plus tard qu'il a commencé à distribuer les tâches. D'abord, on va au petit supermarché sous l'auditorium. Ensuite, on ira à l'entrepôt du chef du village pour récupérer des provisions. Alors que tout le monde discutait des détails, la radio s'est soudainement mise à émettre. La voix familière de Chubet s'est fait entendre, disant « 7, 7. Cette garce a l'air si fragile. Elle s'agite toute la journée comme un singe. Avant l'apocalypse, personne n'aurait voulu d'elle, c'est sûr. Quelle merde. Même à l'entraînement au tir, elle arrive à être maladroite. C'est vraiment un phénomène. Le nouveau, il a un sale caractère. Ce n'était certainement pas quelqu'un de bien non plus. Avant l'apocalypse, je l'ai vu de mes propres yeux frapper des vieux et des enfants. La star Zohan est super glamour à l'écran. Mais dans la réalité, c'est une autre histoire. Cette bizarrerie peut non seulement recueillir des informations, mais elle peut même reproduire les mots que son porteur a prononcés en public. Chuchi ouvrit la bouche, mais avant qu'il ait pu s'expliquer, le regard de Nana foudroyait déjà le capitaine. Lui qui était d'habitude si calme et silencieux, laissait transparaître pour la première fois une véritable urgence d'atteindre le village de Longévité au plus vite. Le lendemain matin, la vitesse du convoi augmenta un peu. Derrière le convoi, il y avait les survivants à pied, sans aucun moyen de transport, et je sentais constamment une paire d'yeux venimeux poser sur moi. Mais quand je me retournais, je ne trouvais rien. À ce moment précis, une exclamation forte retentit dans le groupe. Un village. Il y a un village, droit devant. J'ai accéléré un peu, et je me suis soudain rendu compte que le tricycle à moteur était en panne d'essence. Le bus derrière a accéléré et m'a semé, j'ai même pu voir le visage glacial de Tiesi. Quand je suis arrivé, tout le monde était déjà à l'entrée du village. En voyant ce village, un frisson m'a parcouru l'échine. Il avait beau être midi, sous un soleil de plomb, l'endroit était sinistre. Pire encore que le village de Singa. C'est à ce moment-là que le capitaine Chou, avec ses lunettes de soleil, a annoncé d'une voix forte dans son mégaphone. Il est 11 h du matin, avant 16 h. Nous devons avoir quitté le village de la Longévité. Après ça, on n'attendra personne. Au milieu du village de la Longévité, il y a un saule d'une hauteur incomparable. Ce saule est même anormalement grand, sorti de nulle part. À l'entrée du village de la Longévité, un vieil homme bossu est apparu soudainement. Il s'appuyait sur une canne, et, faisant face à la foule, il a affiché un sourire, d'une noirceur sans pareille. L'apocalypse est arrivé. Une étrange calamité s'est abattue sur le monde. Les villes, autrefois prospères, sont devenues des zones interdites aux humains. Et nous, les survivants, avons été forcés de former un convoi, arrivant au village de la Longévité en quête de provisions. C'est alors qu'un vieil homme bossu est soudainement apparu dans le village. À cet instant, Nana a pris un air grave. Le chef a dit qu'il n'y a pas âme qui vive dans ce village. À peine avait-elle fini sa phrase, que le vieil homme bossu disparut étrangement. Tout le monde était pétrifié par la peur. J'avais la trouille, moi aussi. Tiesi a poussé un rugissement et est entré dans le village à grandes enjambées. J'ai alors empoigné plus fort mon arbalète et ma dague. Malgré ça, quelques personnes courageuses l'ont suivi sur le champ. Mais la plupart des autres survivants hésitaient encore. Après tout, personne ne pouvait garantir qu'ils en sortiraient vivants. Mamie, n'y va pas. Je ne veux pas que tu y ailles. Espèce d'idiot, si mamie n'y va pas, tu manges quoi? Si mamie ne peut pas revenir. Toutes les personnes présentes sont les assassins de ta grand-mère. Quand tu seras grand, n'oublie pas de venger mamie. Non loin de là, le capitaine Chou soupire au loin, en serrant sa radio. On ne peut survivre à ses propres méfaits. Au moment d'entrer dans le village. Attention, c'est le domaine fantôme. Nana serra son épée intestinale dans sa main. Son expression était très sérieuse. Le domaine fantôme est un champ spécial, formé par une sorte de pouvoir. Et même en plein jour, dans le domaine fantôme, la probabilité que un domaine fantôme apparaisse sera d'autant plus grande. Après avoir entendu l'explication de mamie, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'observait dans l'obscurité. Mais en regardant plus attentivement, je n'ai rien trouvé. À ce moment-là, deux survivants ouvrirent la porte de la maison. À l'entrée du village, un trou sombre apparut face à eux. Ils se sont regardés, puis sont entrés dans la maison, l'un à côté de l'autre. Mais à cet instant précis, un homme à lunettes s'est complètement effondré. Il a hurlé, a fait demi-tour et s'est enfui en courant. « Je ne veux pas mourir, je veux sortir !» La peur est contagieuse.
Soulan et Mademoiselle Sou le regardèrent s'enfuir. Je n'ai pas pu m'empêcher de reculer instinctivement. Cependant, nos pas n'avaient pas encore franchi l'entrée du village, que le vieil homme bossu est réapparu de nulle part. Inconsciemment, j'ai levé mon pistolet et je l'ai braqué sur lui. Comment avez-vous deviné? Vous êtes de ce village? Je sais que vous êtes ici pour chercher des provisions. Il y a une petite supérette dans le village avec plein de provisions. Vous pouvez aller y jeter un œil. Une fois qu'il a eu fini de parler, il s'est retourné et est parti, mais au plus profond de son corps. J'ai clairement entendu un faible appel à l'aide. Aidez-moi. La voix était à la fois proche et lointaine, comme si quelqu'un était piégé à l'intérieur de son corps. J'étais sous le choc, je n'ai pas eu le temps de réfléchir plus longtemps et j'ai appuyé directement sur la gâchette. Au moment où le sang du chien noir a giclé, j'étais certain de l'avoir touché. Soudain, une bouffée de fumée bleue s'en est échappée. Vous avez infligé des dégâts au vieux fantôme bossu et obtenu 100 points d'élimination. Je ne m'attendais pas à ce que ce vieil homme soit un fantôme. Mais avant que j'aie pu reprendre mes esprits, les yeux de Nana sont soudainement devenus glaciales. J'ai vu la lame intestinale fendre l'air comme un éclair de lumière froide. Le vieux fantôme bossu a été tranché en deux. Les survivants autour de lui étaient sur le point de pousser un soupir de soulagement. Mais ils ont vu que ces deux moitiés de corps ne saignaient absolument pas. Au contraire, tels deux singes étranges, elles ont bondi, grimpé au plafond et disparu en un clin d'œil. Aidez-moi. Une série de voix suppliantes. Tout ça s'est passé en un éclair. Bientôt, plusieurs autres survivants se sont effondrés en hurlant. Je n'irai pas. Allez-y vous-même. Je veux partir, je veux sortir d'ici. Après avoir dit ça, il s'est retourné et s'est mis à courir, suivi par deux autres personnes, qui se sont enfuies désespérément vers l'entrée du village. L'atmosphère est devenue extrêmement pesante en un instant. À ce moment-là, c'était comme si nous marchions dans une autre dimension. Alors que nous avancions, un cri d'horreur a soudain retenti derrière nous. Asie. Asie a disparu. La personne qui parlait était une jeune femme aux cheveux en désordre. On n'est même pas encore arrivé au petit nid du grand Saul, et je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Nous ne sommes même pas encore arrivés au petit nid du grand Saul, et il est déjà apparu tant de fois. Ne pleure pas. Peut-être qu'Asie est déjà revenue. On la reverra sûrement en rentrant tout à l'heure. C'est impossible. Je ne peux pas vivre sans Asie. Elle a soudainement couru dans la direction d'où elle venait. À ce moment-là, j'ai eu le vague pressentiment que quelque chose n'allait pas, parce que je suis sûr que notre caravane n'a jamais croisé cette jeune fille. Alors, j'en ai parlé à tout le monde, mais Zosia Oxiao a rétorqué sans réfléchir. Comment peux-tu être si sûr de ne jamais l'avoir vue? Je ne sais pas pourquoi, mais quand Zosia Oxiao cherchait dans sa mémoire, elle n'arrivait pas à se souvenir du nom de cette fille. J'ai ricané. Nous sommes dans le village de la longévité. Une fille étrange qui apparaît dans un endroit pareil. Tu ne trouves pas que c'est louche? Zosia Oxiao voulait encore répliquer, mais Olan l'a arrêté. Agissons vite et faisons de notre mieux pour rassembler assez de provisions avant 4 heures de l'après-midi pour pouvoir quitter le village de la longévité. Dès que Nana a eu fini de parler, tout le monde a repris sa marche en direction du Grand Saul. Ce qu'il ne savait pas, c'est que juste au moment où Tiesi, le premier a dépassé la pierre tordue devant nous, s'est soudainement figé sur place. Tiesi, qu'est-ce qui se passe? Nana, toi, viens voir. Après avoir entendu ça, Nana et moi avons pressé le pas. C'est alors que j'ai vu, moi aussi, une scène inoubliable. Aux branches de l'imposant Saul pendaient des cadavres. Il y en avait au moins des centaines. Les survivants derrière nous étaient tous pétrifiés sur place, les yeux grands ouverts par la terreur. Et sous ce grand Saul lugubre, il y avait une cabane. Sur le panneau en bois, il était écrit « Supérette du Grand Saul ». La petite porte d'entrée était ouverte, et on pouvait même voir le comptoir en verre. À l'intérieur de la supérette, il y avait de tout sur les étagères. En un instant, les yeux de tout le monde se sont mis à briller, comme s'ils avaient oublié les cadavres suspendus au-dessus de leur tête. Une vieille femme était même remplie de convoitise. Et dehors, devant la supérette, une rafale de vent venue de nulle part a fait se balancer les cadavres sous les branches. Les branches du saule se balançaient légèrement. La fin du monde est arrivée. Une étrange explosion mondiale. Moi et les autres survivants, on venait tout juste d'entrer dans le village de la longévité pour récupérer des provisions. Et la première chose qu'on a vue, c'était un immense et étrange saule, auquel pendaient des cadavres. Faites attention, n'alertez pas ces choses. Après leur avoir rappelé ça, on s'est déplacé prudemment vers la supérette en dessous du saule. Non seulement elle est riche en provisions, mais en plus, il y a des snacks empilés comme des montagnes. C'est un véritable trésor en pleine fin du monde. J'ai pris 2 sacs à dos, le premier rempli de farine et de riz, le second,
de viande séchée et de poisson. Nana a aussi tenté de remplir son sac, et Tiesi a raflé frénétiquement tout ce qu'elle pouvait dans un sac énorme. Et les autres n'ont pas fait exception. En peu de temps, on a pillé la supérette. Il ne restait même plus un paquet de sel. Réussir à trouver autant de choses dans cette petite supérette, c'est déjà une excellente surprise. On devrait rentrer, mais mon sac a donné qu'à moitié plein. Cette récolte est loin d'être suffisante. Ceux qui veulent rentrer n'ont qu'à rentrer seuls. Ceux qui ne veulent pas rentrer, suivez-nous pour continuer la collecte de provisions. Mais vous devez obéir, sinon, s'il arrive un accident, on ne pourra rien garantir. Cependant, au moment même où on sortait de la supérette, un cri a soudainement retenti. J'ai vu le corps d'un survivant se faire enserrer fermement par une branche de saule, puis être traîné violemment dans les airs. En un instant, le survivant n'était plus qu'un cadavre suspendu. Tout le monde a écarquillé les yeux. Ce visage, qui m'était si familier juste avant, il me suivait. Mais maintenant, en moins d'une minute, il était devenu une âme en peine sous le saule. Moi, j'ai assez de provisions, je n'y vais pas. Allez-y vous-même. La peur a poussé les gens à ne pas oser rester. Finalement, tout le monde s'est séparé en deux groupes. Nana et moi avons continué d'avancer et l'autre équipe a fui, frénétiquement vers l'entrée du village. Soulan, elle, voulait partir avec ses gens. Mais Sou, contrarié, a attrapé le bas de ses vêtements. Grande sœur, suivons-les. Il vaut mieux les suivre que de partir mourir tout seul. Peu après, une grande maison de 3 étages, couverte de poussière, est apparue devant tout le monde. Ma première réaction en la voyant, ça a été de me dire que ce n'était absolument pas un endroit fait pour les vivants. Entrons, le temps pressait. Tiesi s'est précipité à l'intérieur, dans la cour, avec un grand sac sur le dos. Les autres et moi l'avons suivi de près. Le premier endroit que tout le monde a cherché, c'était la cuisine, suivi de la chambre et du salon. Les survivants ont fouillé presque toutes les pièces. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont découvert qu'il n'y avait qu'une petite quantité de riz et de nouilles, bien insuffisant pour refaire des provisions. Pendant que tout le monde continuait à chercher de son côté, moi, j'ai trouvé une montre électronique dans l'armoire du 3e étage et je l'ai glissée dans ma poche. À l'origine, je comptais l'échanger contre un panneau de recharge solaire à l'entrepôt des véhicules. Ça pourra peut-être me servir plus tard. Alors qu'il ne restait plus qu'une heure et demie, une voix s'est soudain élevée de l'étage supérieur. Il y a une cave, ici. J'ai vu un jeune homme à lunettes qui montrait l'entrée de la cave. En regardant tout le monde, tout excité, Nana a été la première à sauter dedans, et un instant plus tard, on a entendu sa joie contenue s'élever de la cave. Chenille, Tiesi, c'est plein de pommes de terre. Cette atmosphère oppressante s'est dissipée. Tout le monde s'est précipité dans la cave. Et ensuite, des tas de pommes de terre en ont été sortis. La joie de la récolte se lisait sur tous les visages. Mais alors que nous déchargions tout avec enthousiasme, j'ai vu Laokui devant la porte, au 1er étage, par la fenêtre. Il nous fixait comme la faucheuse en personne. Alors c'est toi qui as blessé Laokui. Obtention de 100 points de massacre. Épine sauvage, qu'est-ce que tu vois? Ce Laokui est en train de nous suivre. Ne traîne pas, j'ai un mauvais pressentiment. On doit tous partir vite, Tai. Il n'a rien demandé de plus, mais sa vitesse de chargement a visiblement augmenté. Tout le monde est sorti de la cave, l'un après l'autre. Les sacs à dos de tout le monde étaient pleins à craquer, même ceux des sœurs Zohan, qui pliaient sous le poids. Tout le monde avait un sourire de satisfaction sur le visage. Nana a regardé sa montre, et son sourire s'est aussitôt effacé. Il reste 40 minutes avant 4 heures. On doit être parti avant ça. Tout le monde s'est mis en route immédiatement. Seule la vieille femme est sortie lentement en dernier. À part l'étudiant qui venait de découvrir la cave. Putain, personne ne faisait attention à elle. Mais quand j'ai vu le poids sur son dos, je suis resté stupéfait. J'ai vu qu'elle était couverte de sacs à dos, comparée aux autres survivants, sa récolte était la plus importante. Et elle a semblé remarquer notre regard, affichant un sourire suffisant, pleine d'énergie, comme un vieux bœuf qui ignore la fatigue. Nana marchait en tête, une machette à la main. Tout le monde a commencé à rebrousser chemin. À ce moment-là, le ciel était toujours gris. Nana a regardé sa montre. Par le passé, chaque fois que nous allions chercher des provisions, c'était une bataille à mort. Mais cette fois, ça a été étonnamment facile. Il s'est avéré que, alors que nous marchions, Nana a montré le chemin, paniqué, et a dit « On n'est pas passé par là. Quelqu'un était entré avant nous dans cette maison et n'en était pas ressorti. » Quand tout le monde a levé les yeux, un énorme saule se dressait silencieusement devant nous. D'après notre itinéraire, ce saule devrait être derrière nous. Les visages de tout le monde ont blêmi instantanément. On s'est trompé de chemin. Il reste 30 minutes, demi-tour. Vite, on peut encore arriver à temps. Tout le monde, immédiatement.
Ils ont tous fait demi-tour et se sont mis à courir comme des dératés, craignant que le grand Saul n'apparaisse devant eux la seconde d'après. Le 10e jour de l'étrange apocalypse, les survivants et moi sommes allés au village de Chansou pour récupérer des provisions. Cependant, ce à quoi nous ne nous attendions absolument pas, c'est qu'au moment où tout le monde avait enfin rassemblé toutes les provisions et pensait pouvoir partir en toute sécurité, tout le village de Tchad s'était transformé en un labyrinthe sans fin. Peu importe la direction dans laquelle nous fuyions, nous finissions toujours par revenir à cet étrange Saul. À ce moment-là, la terreur se lisait sur tous les visages. Il ne restait que 20 minutes avant l'heure du rendez-vous. Tout le monde plaçait ses espoirs en nous, les quelques séquenceurs transcendants. Alors, nous avons essayé de fuir dans la direction opposée au grand Saul. Cette fois, notre allure à tous s'est nettement accélérée. Cependant, ce qui me plongea dans le désespoir, c'est que nous sommes revenus une fois de plus au point de départ. Comment on est revenu ici? Vous, les êtres extraordinaires, vous n'êtes pas si puissants que ça? Pourquoi vous n'arrivez pas à nous sortir de là? Bande d'incapables! Tirez-nous d'ici, je ne veux pas mourir. Certains survivants, devenus fous, hurlaient de manière hystérique. John Foyant a même tenté de nous attaquer. Mais c'est à ce moment précis qu'un violent coup de pied l'a percuté, projetant le survivant enragé dans les airs. J'ai moi aussi discrètement levé la main, me préparant à aider Shizuo. Mais c'est alors que ce vieux rustre a soudainement surgi, nous barrant la route. Qui es-tu? Pourquoi tu nous barres la route? Vous avez volé tellement de provisions chez moi. Et vous demandez encore qui je suis? Vous êtes le chef du village. Dites-nous comment sortir d'ici. Vous ne sortirez pas. Restez ici me tenir compagnie, à jouer les fantômes. Ce médecin, de la main gauche, a fait un geste avec son épée et l'a passé sur la longue lame. À l'instant d'après, une lueur bleue foncée est apparue sur la lame, d'un coup d'épée horizontale. Avant que le vieux bossu ne puisse esquiver, les vêtements dans son dos furent déchiquetés par l'énergie de l'épée. J'ai vu que sur le corps du vieux bossu était incrustée une tête humaine. À ce moment-là, j'ai enfin vu clairement que cette tête était celle de l'un des survivants qui était entré avec nous dans le village de la longévité. Elle faisait maintenant partie du corps du vieux bossu. J'ai senti un frisson glacial me parcourir l'échine. Alors, j'ai porté un coup d'épée vers cette tête. Mais le vieux bossu n'a même pas jeté un regard et a couru vers une maison proche. Au même moment, il s'est coupé le doigt avec sa longue épée, et le sang a été absorbé par la lame. Aussitôt, l'épée a émis un son puissant. Cicatrices abandonnées, sacrifiant le corps. Attire le sang vital, que tous reviennent à la vérité. Brise-toi. Quand la voix du médecin s'est estompée, une scène choquante est apparue. J'ai vu la longue épée dans les mains du médecin. La lueur de l'épée a jailli soudainement, pointant vers la maison où le vieux bossu s'était enfui. Tous les survivants étaient abasourdis. Après un moment, j'ai découvert, avec horreur, qu'il ne restait aucune trace du vieux bossu parmi les ruines. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'à ce moment-là, sous l'étrange Saul, quelques silhouettes familières sont apparues. Ces personnes, c'étaient les survivants qui étaient partis avant. Il s'est avéré qu'aucun d'entre eux n'avait pu s'échapper du village de la longévité. Et les survivants qui étaient encore en vie étaient encore plus effrayés et terrifiés. Tous craignaient d'être les prochains à mourir. Putain, se faire passer pour des fantômes. Je vais le pulvériser. Iron Bull, qui venait de se transformer, voulait démolir ce Saul d'un seul coup de poing. Mais à cet instant précis, le Saul se mit à bouger comme un fantôme. Immédiatement après, des centaines de Sauls ouvrirent les yeux en même temps. Ces Sauls, contrôlés par les branches, se jetèrent à bas des arbres et lancèrent de féroces attaques contre nous. Tieshi n'eut d'autre choix que de les bloquer de force, la poussière envahissant tout, arrêtant net l'offensive de Soulan. Mais alors que les attaques se multipliaient, Tieshi commença peu à peu à être débordé. Certaines créatures avaient déjà atteint son dos. En voyant ça, j'ai levé la main et j'ai lancé une épée. La lame, enduite de sang de chien noir, frappa avec précision le dos de l'assaillant. Une bouffée de fumée blanche et âcre s'en dégagea, et l'assaillant tomba du dos de Tieshi. Vous avez infligé des dégâts à l'assaillant. Vous avez gagné 100 points d'abattage. Cependant, avant que je puisse réagir, cet assaillant, avec l'épée plantée dans le corps, s'est rué sur moi. Heureusement, Nana s'est interposée juste à temps. Je l'ai vu faire glisser les doigts de sa main gauche le long de la lame. Avec un cri, elle trancha l'assaillant en deux. Mais même comme ça, il a rampé vers moi avec la moitié de son corps. J'ai senti un frisson me parcourir. Cette chose n'était vraiment pas complètement morte. Pendant ce temps, la vieille dame qui ramassait des provisions se faufilait de droite à gauche. Un survivant à côté d'elle a eu un moment d'inattention, et la vieille l'a poussé pour s'en servir de bouc émissaire. De nombreux survivants autour l'ont clairement vu. Leurs yeux étaient remplis de dégoût et de ressentiment.
Les sœurs Zola, elles aussi, étaient extrêmement gênées à cet instant. Avant, elles comptaient encore survivre sous la protection de Tiesi et Nana. Mais, malheureusement, Tiesi s'était déjà précipité vers le grand saule. Quant à Nana, il lui était encore plus impossible de la protéger. Non seulement elle devait couvrir Tiesi, mais aussi me protéger, moi, le seul soutien de l'équipe. Bientôt, un cadavre a foncé droit sur Soulan. Attention, Zosia. Xiao, elle a jeté le sac à dos qu'elle avait sur le dos sur le cadavre, ce qui a permis à Zolan de s'enfuir de justesse. Mais ce n'était que le début. Alors que d'autres cadavres arrivaient, Zosia et Xiao ont vu la flèche d'arbalète que j'avais tirée, plantée dans un cadavre. Le cadavre s'est bientôt mis à dégager une fumée blanche avant de se dissiper. Alors, elle a attrapé fermement la main de sa sœur et a couru vers moi, désespérée. On aurait dit qu'elle me considérait comme leur dernier espoir. 10e jour de l'étrange épidémie. Nous venions juste de finir de récupérer des provisions dans le village de Shanzhou. Au moment où nous nous apprêtions à partir, nous avons vu les cadavres dans l'étrange grand saule. Au milieu du village, ouvrir soudainement les yeux. Puis, ces cadavres ont fondu sur nous. De toutes parts, déferlant comme une vague. À ce moment-là, Tiesi s'était déjà rué vers le grand saule. Quant à Nana, il lui était encore plus impossible de protéger les autres survivants. Pour obtenir ma protection, les sœurs Zoé et Axia ont couru vers moi. Même la vieille femme faisait le même calcul. Après tout, mon arbalète pouvait repousser ces cadavres. Mais les survivants ordinaires n'avaient pas cette chance. Leurs armes ne pouvaient pas blesser efficacement les cadavres. Mais à cet instant précis, l'agile vieille femme s'était déjà cachée derrière nous. Il semble qu'elle ne veuille pas seulement obtenir une protection, mais qu'elle veuille aussi se servir de moi comme bouc émissaire le moment venu. Mais comment pouvais-je la laisser faire? Avant que la vieille Sao n'ait pu tenter quoi que ce soit, j'ai soudainement changé de position. J'ai vu une silhouette se balancer furieusement, cette vieille femme, agile, n'a même pas eu le temps de crier, avant d'être entraînée par plusieurs cadavres qui se sont jetés sur elle d'un coup. Je n'ai ressenti aucune culpabilité pour ça. Si je n'avais pas agi vite il y a un instant, c'est certainement moi qui aurais été entraîné. Shanji, sauve ma sœur. Je me suis vite retourné et j'ai découvert que Zoan avait été mise à terre par un cadavre, tandis que Zoé, ramassant la barre de fer au sol, a repoussé avec force le cadavre de la chef zombie qui était sur sa sœur. Mais au moment où elle relevait Zoan, elle a vu que les zombies les encerclaient de toutes parts. Un par un, ils montraient leurs dents blanches et terrifiantes. Je reconnaissais même plusieurs visages. La plupart étaient des connaissances de la caravane. Maintenant, ils sont tous devenus des monstres cannibales. À cet instant, les deux sœurs se retrouvent dos à dos. Sœur, cours la première. Tant que tu cours aux côtés de Cheni, même s'il ne veut pas te sauver, il pourra te protéger. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je préfère mourir ici que de supplier ce salaud. Non loin de là, un survivant était sur le point de s'enfuir. Il a été renversé par les zombies, puis traîné de force vers le cœur du feuillage du grand saule. Cheni, sauve-nous. Mais je ne suis pas en meilleure posture non plus. Lucian est sur le point de craquer. Si Nena et Tiesi tardent encore, nous allons tous y passer. Quant aux autres survivants, je n'ai pas l'énergie de m'en soucier. Mais juste à ce moment-là, un rugissement assourdissant a soudainement retenti. Le sol de tout le village de Chansho s'est mis à trembler violemment. Tiesi ressemblait à une bête sauvage complètement enragée. Il frappait frénétiquement le tronc du grand saule. L'arbre entier a été violemment secoué et des feuilles vertes ont jailli. Et Néné était encore plus meurtrière à cet instant. D'une seule main, elle a brandi l'épée géante, la lame originale. D'à peine plus d'1 mètre, elle s'est étendue à plus de 10 mètres. Quand la lueur de l'épée s'abattit, une terrifiante entaille apparut instantanément sur le grand saule. Les branches et les feuilles vertes jaillirent sauvagement de la plaie. L'air de tout le village sembla se figer. Ce coup parut avoir déchaîné la fureur de quelque chose. Tous les zombies stoppèrent leur mouvement, comme si une présence encore plus terrifiante était en train de s'éveiller. « Fuyez !» cria quelqu'un. Tirés de leur cauchemar, tous se mirent aussitôt à courir frénétiquement vers l'entrée du village. Moi non plus, je ne pouvais pas me préoccuper du reste, car je sentais que quelque chose d'interdit s'éveillait dans le village. « Colosse, on y va !» ai-je crié à Tiesi, mais il était complètement fou, frappant le grand saule sans s'arrêter. Mon regard se glaça. S'il s'était agi de Zulan et Zo Zhaoxiao, jamais je ne les aurais sauvés, mais Tiesi et Nena sont différents. Leur séquence est extraordinaire. Ils sont précieux. Je n'ai hésité qu'un centième de seconde. J'ai immédiatement levé mon arme et appuyé sur la détente. Lucian s'est planté violemment dans le bras de Tiesi. Après avoir fait tout ça, j'ai immédiatement tourné les talons et j'ai détalé. Tiesi, insensible à la douleur, s'est retourné brusquement. La seconde d'après, il a bondi à mes côtés. Juste à ce moment-là,
Nena a atterri avec grâce sur l'épaule de Tiesi. Mais avant que nous ayons pu nous enfuir du village, le village tout entier de Chansou s'est complètement réveillé. D'innombrables branches de saule semblaient avoir pris vie, déferlant des deux côtés de la rue. Les survivants les plus lents furent aussitôt enveloppés par les ténèbres. Ils n'eurent même pas le temps de crier. J'ai moi aussi été bloqué par quelques branches de saule. Alors, j'ai levé la main et fait apparaître de force l'épée. Trempée dans le sang noir. Je tranchai net celle qui encerclait la taille de maître Teieu. La branche de saule se retira rapidement dans l'obscurité. Mais la seconde d'après, l'instant d'après, j'ai senti ma cheville se faire agripper et je me suis retrouvé la tête en bas. Instantanément, j'ai immédiatement sorti la hachette de ma ceinture. Et j'ai frappé la branche de saule de toutes mes forces, jusqu'à la trancher nette. C'est seulement là que je suis retombé lourdement au sol. Teieu si, montez, maître. Teieu m'a propulsé d'une seule main. Je vais accélérer, maître. Teieu a poussé un grognement sourd, et la terre s'est fissurée juste sous ses pieds. Au même moment, Sush, à l'extérieur du village, regardait le cadran de sa montre. L'heure convenue était déjà passée. Depuis 21 minutes. Le rendez-vous était fixé à 4 heures. Et pour cause, avant 4 heures. Le village Longue Vie est relativement sûr. Mais une fois 4 heures sonnées, ces choses endormies s'éveillent. Elles suivront les souffles jusqu'au convoi. À ce moment-là, il n'y aura plus aucune issue. Pendant ce temps, dans les perceptions de Sush, un monstre terrifiant approchait à grands pas, entrant et sortant à toute vitesse du palais de pierre du sud-ouest. Sush regarda de nouveau sa montre. Il est 4h22. Je leur laisse encore 8 minutes. S'ils ne sont pas là à 4h30, le convoi partira sans eux. Je dois protéger tous les membres. Et au même instant, nous étions à moins de 100 mètres de la sortie du village. J'entendais même le bruit de la branche de saule, qui se rapprochait de plus en plus, juste derrière moi. Le vieux spectre avait fait sa réapparition. Il était courbé tel un vieil ermite des montagnes. D'un seul bond, il a atterri juste derrière nous. Tous les poils de mon corps se sont dressés. Une peur glaciale m'a saisi la gorge, m'empêchant de respirer. Mais c'est à cet instant précis que soudainement, j'ai senti une chaleur parcourir tout mon corps. L'obscurité devant mes yeux s'est dissipée en un instant. Toute la scène devant moi s'est soudainement éclaircie. En réalité, nous venions de nous échapper en courant de l'enceinte du village. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder en arrière. Mais j'ai vu ce vieux fantôme, debout, dans l'ombre du village, avec ce visage tordu et terrifiant, m'adressant un sourire sinistre. 11e jour de l'invasion des monstres. Les survivants, et moi, avons finalement réussi à nous échapper du village Larga Vida, avant que les gens de l'extérieur ne puissent nous interroger sur la situation à l'intérieur. Chuch s'était déjà penché pour ramasser une poignée de terre et se l'avait mise dans la bouche. La seconde d'après, son visage a changé du tout au tout. Il a aussitôt ordonné à tout le monde de déguerpir. Tout le monde s'est précipité vers les véhicules. Et moi aussi, j'ai couru vers le tricycle à moteur, mais quand j'ai tourné la poignée de gaz, j'ai découvert que l'engin était en panne d'essence. Heureusement, Abao m'a tendu un bidon d'essence. Il a dit que le capitaine Chuch me l'avait prêté. Après avoir fait le plein, le tricycle à moteur a enfin pu suivre le convoi, tant bien que mal. Cependant, sur cette route, je sentais bien que quelque chose clochait. À l'origine, 50 personnes étaient entrées dans le village Larga Vida. Maintenant, il ne reste plus qu'une douzaine de survivants. Surtout la nuit, le convoi est enveloppé par une atmosphère étrange de toutes parts. Et le plus bizarre, c'est que la menace la plus proche n'est qu'à 7 ou 8 km. Je peux même entendre des rugissements terrifiants en ce moment même. 2 véhicules tout-terrain ont accéléré à l'unisson. J'ai mis les gaz à fond, et les survivants qui marchaient à pied dans le convoi avaient disparu depuis longtemps. Toute la nuit durant, nous étions comme des proies tentant d'échapper aux fauves, changeant de direction un nombre incalculable de fois, jusqu'à ce que le jour se lève et que le convoi finalement s'arrête près d'un panneau de signalisation. J'ai levé les yeux et j'ai vu que nous étions à Yanzhou. Devant nous, un désert à perte de vue. Et pourtant, nous sommes bien fin novembre. Mais il fait une chaleur d'été ici. Chaque bouffée d'air que j'avale me brûle la gorge. Ce temps est-il normal? Ça rend tout le monde un peu nerveux. Mais je n'ai pas le temps de trop y penser. La bataille de l'arbre démoniaque et le bain de sang au village de Chansou m'ont complètement épuisé, physiquement et mentalement. En ce moment, tout se brouille devant mes yeux. Et je n'ai même plus la force de marcher. Alors j'ai sorti du pain et je l'ai enfourné dans ma bouche. Puis j'ai descendu une bouteille d'eau minérale. Ça m'a péniblement redonné un peu de force, alors je n'ai pas attendu pour ouvrir le panneau du système. Cependant, quand j'ai vu le nombre de points d'élimination, j'étais tellement excité que j'en aurais dansé de joie. Le système affichait 7000 points d'élimination supplémentaires. Je n'ai presque pas hésité, et je l'ai directement échangé contre l'agent de séquence. La seconde d'après, une seringue en cristal est apparue dans ma main, et le liquide bleu
émettait une lueur froide et sinistre. J'ai réprimé mon enthousiasme et je me suis dirigé vers un endroit un peu à l'écart de la foule. Puis j'ai retroussé ma manche et je me suis fait l'injection. Il n'y a pas eu la douleur cuisante que j'imaginais, et le liquide s'est écoulé dans mon corps à travers l'aiguille. Toute ma fatigue a disparu, et mes membres semblaient à nouveau pleins d'énergie. J'ai aussi essayé de sentir les changements dans mon corps, en théorie. Après être devenu un être extraordinaire de séquence, il devrait y avoir une transformation évidente dans mon corps, mais j'ai attendu une demi-heure. Et je n'ai rien remarqué. Pourquoi n'y a-t-il aucun changement dans le système? Se pourrait-il que mon éveil ait échoué? Éveil en cours, veuillez patienter. Combien de temps? Éveil en cours, veuillez patienter. La réponse du système m'a laissé très perplexe. J'ai donc prévu de l'échanger contre un véhicule de base, de fin du monde. Quand j'ai vu le prix d'échange, cette longue chaîne de zéros effrayants m'a presque donné des frissons. Peu de temps après, le climat du désert me mettait très mal à l'aise. Surtout qu'il n'y avait pas l'ombre d'un arbre aux alentours. J'ai fouillé tout le wagon, et j'ai finalement trouvé un short à fleurs. Il y avait aussi tout un tas de vêtements pour femmes. Ce sont ceux que la veuve de la famille Yu a laissés. J'ai regardé les vêtements et j'ai soudain eu une idée de génie. Pourquoi ne pas les utiliser pour fabriquer un pare-soleil? Pour la voiture, au moment où je me suis décidé, une notification du système est apparue. Un magnifique auvent est apparu sous mes yeux. Non seulement il peut couvrir entièrement toute la carrosserie, mais il est aussi imperméable. J'ai donc décidé d'accepter. Les vêtements dans le wagon ont instantanément diminué de moitié. Au même moment, un compte à rebours est apparu sur le haut de mon tricycle. 4 minutes, 59 secondes et 59 centièmes. Comme la température du désert n'était pas élevée à ce moment-là, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder le bus grillagé. De nombreux survivants y dormaient profondément. Un jeune homme à lunettes était assis sur le siège du conducteur. Il avait un peu plus de 30 ans. Tout le monde l'appelait le vieux chef. En me voyant approcher, le vieux chef est descendu du véhicule avec un sourire pour m'accueillir. C'était la première fois que je montais dans le véhicule de quelqu'un d'autre depuis la fin du monde. L'habitacle était plus propre que je ne l'imaginais. Il y avait même un lit immense à l'arrière du véhicule. Tiesi était allongé là, ronflant de toutes ses forces. La puissance d'un titan est en effet incomparable, mais chaque transformation épuise son énergie. Maintenant, il ne peut que sombrer dans un sommeil profond pour récupérer. J'ai choisi un siège à l'ombre, en regardant le compte à rebours du système tout en attendant que Chuch se réveille pour distribuer les provisions. Mais juste à ce moment-là, une voiturette électrique pour personne âgée s'est approchée au bout de la route. Le conducteur, c'était le vieux Wezuo. Je le croyais mort au village de la longévité. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit venu chercher des provisions dans la zone interdite. Et à 2 reprises, en plus, il est toujours en vie. Non seulement il a sorti une tente, un auvent pour la voiture, mais il a aussi déballé plusieurs panneaux solaires. Ah, finalement, j'arrive, et ce vieil homme qui a failli mourir au village de la longévité. Et les jeunes d'aujourd'hui. Aucun respect pour les anciens, ni aucune pitié pour les plus jeunes. Pas pour venir aider ce pauvre vieillard. Environ 2 heures plus tard, 2 silhouettes à vélo sont apparues au bout de la route. Ils étaient dans un si mauvais état qu'on aurait dit qu'ils sortaient tout droit de l'enfer. J'ai reconnu l'un d'eux, l'étudiant universitaire qui avait trouvé la cave au village de la longévité la dernière fois. Ils avaient encore 2 sacs attachés à leur vélo. Chenille, le chef d'escouade. Chou s'est réveillé et il te demande. À peine l'oncle Abao a-t-il fini de parler que j'ai porté le grand paquet de Tiesi jusqu'à la tente de Chuch. Selon les règles de distribution du village de la longévité, Chuch et Wezuo s'affronteront 3 fois, et Tiesi et moi, nous nous affronterons 2 fois chacun. À ce moment-là, je suis arrivé à côté de Chuch. J'ai vu Chuch, accroupi, pieds nus sur le sol. Il a pris une poignée de sable et l'a mâché. Le pouvoir du guide. Sully permet de sentir la présence de choses étranges, en entrant en contact avec la terre. Et ce sable est le meilleur médium pour ça. Je peux comprendre, mais, ça a quel goût, le sable? Quel goût veux-tu que ça ait? Ça a le goût du sable. Même si je suis le guide Sully, je reste une personne comme vous. Qu'est-ce que tu sens? On peut rester ici jusqu'à 9 h du matin. Je ne comprends pas entièrement le principe de la séquence du guide, mais je reste stupéfait par la capacité du chariot de stockage. Sans son existence, peut-être que tout le convoi ne serait pas en vie en ce moment. D'ailleurs, je commence à attendre beaucoup de ma propre capacité de séquence. Modèle.